Salut les ludogeeks, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ouvre la boîte entièrement dédié à Warhammer 40 000 Dark Imperium. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le livre Warhammer 40 000 Dark Imperium. Donc c'est le livre qui est compris dans la boîte et qui sera vendu aussi à part, qui contient toutes les règles du jeu ainsi que l'historique de l'univers et compagnie. Donc là, dans cette vidéo, nous allons aborder uniquement l'univers, l'avancement du background et des différents éléments de l'histoire de Warhammer 40 000. Donc déjà, on peut voir que ce livre, vraiment très beau, donc c'est vraiment le même que celui qui sera vendu dans le commerce, qui est compris dans la boîte, d'où le poids de la boîte. Donc on a une illustration en fond avec l'aigle à deux têtes, donc l'Aquila, qui côté gauche est tout propre, tout beau. Voilà, avec une belle tête d'aigle, une aile mécanique, bien rivetée, bien propre, etc. Alors que à droite, la tête déjà elle semble mourante, avec des espèces de crocs. La partie métallique est toute usée et abîmée. Et on peut voir ici une espèce d'astrolabe, un œil qui semble à l'œil d'Horus, et des espèces de tentacules en acier, je ne sais pas exactement ce que c'est. Devant le célèbre marteau de guerre, Warhammer, qu'on retrouve sur tous les livres Warhammer ou Warhammer 40 000. Donc là, qui est très futuriste, très cybernétique, avec un crâne au milieu. Donc déjà, si ça c'est un crâne, on imagine en fait la taille du marteau. Des sauts de pureté très impérial, très Space Marine dans l'esprit, et donc c'est cet aigle à deux têtes qui attaque un serpent, des serpents qui ressemblent pas mal à une murène, ou qui a un peu une tête de T-Rex en fait. Voilà. Donc on sait où on est, Warhammer 40 000, l'Imperium contre le chaos, voilà. Alors quand on ouvre le livre, on a cette première illustration, qui est donc en gris et noir, donc qui fait un peu vieux grimoire, comme ça, avec les couleurs choisies. Et dans lequel on va voir ici des primaris, donc en train de tirer, en ordre de bataille, il y a des blessés, etc. On a un Titan River ici, là on a encore donc, cet aigle impérial, avec une espèce de stèle au milieu, une sorte d'ange, alors est-ce que c'est Sanguinus, une fois de plus, qui affronte un espèce de serpent géant avec une tête, on retrouve l'étoile du chaos autour de l'œil de serpent, une tête très anguleuse. Donc là au premier plan on a un champion Space Marine qui affronte un champion du chaos visiblement. Et on voit donc ici des troupes du chaos, un Titan River du chaos, il y a des bouches dans le ciel, etc. Voilà. Donc, très très belle illustration, qui est un peu difficile à lire à cause des couleurs, mais qui fait vraiment gravure ancienne, donc c'est quand même très sympa. Ensuite, une page noire mat, très, très classe. Et donc là, cette illustration qu'on a beaucoup vue jusque-là, et qui est présente sur la boîte des figurines à l'intérieur du starter, où on a donc un seul et même personnage, mais qui d'un côté est donc loyal, du côté gauche, avec un cerveau-crâne, un espèce de reliquaire avec la couronne de laurier, une moitié de symbole impérial ici, et la partie saine de l'Aquila, son bolter qui est tout propre, tout beau, avec des inscriptions, un sceau de pureté, tout ça. Et la deuxième partie qui est corrompue. Donc on a une petite partie du symbole de la mouche de Nurgle. On a un peu de pourriture, on a une corne qui sort du casque, la lentille est abîmée, il y a des furoncles, un tuyau qui sort un peu n'importe comment. Le bolter, lui aussi, est corrompu, donc avec l'étoile du chaos là sur le petit crâne. Il est abîmé, on a ici à la place du cerveau-crâne, on a un crâne avec le troisième œil et l'étoile du chaos. Et donc là, à la place de l'Aquila, on a, une fois de plus, l'étoile du chaos. Un aigle pas très en forme, a priori, et une aile métallique qui est tout abîmée, comme vous voyez sur la couverture. Ici, on a cette célèbre illustration de John Blanche qui représente l'empereur sur son trône d'or. Alors, l'empereur qui a vraiment une tête de cadavre sur cette illustration. La carcasse de l'empereur, et avec toute cette machinerie qui le relie au trône d'or et qui le maintient en vie.
Un petit texte d'ambiance hein, qui présente ce qu'est l'Imperium et voilà, ce qu'a fait l'Empereur et comment l'Imperium contrôle la galaxie. Et là, on débarque sur une illustration très très intéressante. Donc c'est un affrontement entre du Nurgle, démon et Marines, visiblement de la Death Guard, et les Primaris ultramarines menés par Robot Guilliman. Alors on peut voir, d'ailleurs je dis ultramarine, hein, parce que là vous avez les ultramarines, mais on peut voir dans ce petit coin de page que c'est un chapitre successeur en fait, là, qui est ici. Alors je sais pas si ce sont les White Council ou... voilà, je connais pas trop les chapitres successeurs Space Marine, donc je ne saurais pas dire. Alors qu'est-ce qu'on retrouve d'intéressant dans cette image? On a déjà donc les Fetid Blout Drone de Nurgle, donc, qui est le nouveau véhicule démon présent dans la boîte de base, qui là sont mis en avant en escadron. On a deux démons majeurs de Nurgle. Alors, est-ce que ça annonce une nouvelle figurine? Ils sont clairement pas dans le même genre que le démon majeur existant. Et on sait que Games Workshop est en train de tout passer en plastique. Donc ça, c'est peut-être un premier aperçu de ce que pourront donner ces démons majeurs. On a ici Mortarion. Donc là, il n'y a aucun doute sur qui c'est. On a déjà eu quelques petits aperçus de ce que donnera la figurine. Donc on sait que ça va sortir. Donc là, qui est en train d'affronter Robot Guilliman. Et on a surtout, moi, ce que je trouve très intéressant, parce que jusque-là, c'est des choses qu'on connaît, qu'on a vues, qu'on sait que ça existe, qu'on sait que ça va sortir. Mais on a ceci, ces deux bestioles là qui sont là. Qui rappellent assez les Fetid Blood Drone, avec cette espèce de carapace sur le dessus, et qui sont des grosses bestioles, en fait, affiliées à Nurgle. Est-ce que c'est des enfants du chaos ou des bêtes de Nurgle? À voir. Mais ça peut présager une éventuelle future sortie de figurines. Donc ça, le design de cette bestiole est vraiment intéressant. Ensuite, donc là, on a encore du Primaris, cette fois du chapitre Black Templar, qui affronte du démon de corne. Et là, une illustration que je trouve assez étrange, voilà, qui semble de la 3D. Les volumes et comment dire, le dessin lui-même est assez simple, et pas forcément foufou, en plus avec une pose un peu bizarre de la part du Primaris, hein, on dirait qu'il est en train de tomber en arrière. Mais les textures sont assez incroyables. Hein. Moi j'adore là ces épaulières qui sont abîmées, le visqueux de la tentacule ici avec les fils de bave ou je ne sais quoi là qui est relié à la corne, la rouille, la façon dont l'épaulière est abîmée, voilà, l'espèce de mucus vraiment dégoûtant, la peau aussi qui est assez incroyable. Le Space Marine de son côté, là, donc on voit bien cette matière qui a l'air très solide, effectivement, qui a pris plusieurs impacts, hein, qui a plusieurs dégâts, des rayures, etc., mais qui en même temps sont vraiment durs et solides. Donc je trouve cette illustration très particulière. J'aime pas du tout le dessin, la pose ou quoi, mais alors les textures sont vraiment magnifiques. Et donc là, le sommaire. Donc nous, on va se concentrer aujourd'hui sur l'Imperium de l'humanité, les armées de l'Imperium, les forces du chaos et la menace Xenos. Et toute la partie règles, donc guerre éternelle et tout ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Là, on a un superbe diorama présentant encore une fois du Nurgle contre de l'ultramarine, qui met en scène toutes les nouvelles figurines, mais qui ne révèle pas de futures sorties. Là, hein. On n'a pas il n'y a pas de petit teasing en fait dans le livre des prochaines sorties Death Guard. Le chapitre assez classique, hein, collectionner les figurines Citadel. Donc on voit toujours qui est mis en avant la Death Guard, les Primaris ultramarines. Là, on a un autre chapitre hein, de Blood Angel. Donc, c'est du Space Marine classique. Ce coup-ci, on n'a pas les Primaris à l'intérieur. Et là, on a une armée, donc une armée assez récente, en fait, de culte Genestealer.
La double page en tout cas de assembler et peindre des figurines, avec un exemple sur Imprimaris ici, le matériel qui est nécessaire pour peindre et assembler, et comment on joue à Warhammer 40 000. Donc déjà d'entrée de jeu, on nous parle de 3 types de jeux, hein. On reviendra dessus dans une autre vidéo, mais il y a donc bien 3 types de jeux, le jeu libre, le jeu narratif et le jeu égal. Voilà. Et donc là, on rentre dans le vif du sujet de cette vidéo, qui est donc Dark Millennium. Dark Millennium, c'est toute la partie historique qui va raconter donc l'univers de Warhammer 40 000. Si vous êtes habitué comme ça à l'univers de Warhammer 40 000, vous n'allez pas être dépaysé, hein, puisque là, on va répéter les mêmes choses qu'avant. Donc, qu'est-ce que l'Imperium, qui est l'empereur, comment ont été créés les Space Marines, les différents âges qui s'y passent, etc. Voilà, c'est du très classique, mais bon, c'est en même temps le livre de base du jeu, donc c'est quand même l'entrée dans l'univers. Donc il faut répéter et remettre en avant les éléments de base afin que tout le monde puisse comprendre l'histoire. On a des choses quand même très intéressantes qui vont un peu plus dans le détail. Moi j'aime bien, j'ai été séduit. Notamment ce diagramme hein, qui explique les zones d'influence en fait des différentes organisations au sein de l'Imperium. Et donc ici, donc, la hiérarchie de l'Imperium. Donc on a les hauts seigneurs de Terra, l'Adeptus Ministerum, l'Adeptus Mechanicus, l'Adeptus Terra, l'Inquisition, l'Adeptus Administratum, la Navis Nobilité, l'Adeptus Astra Telepathica. Donc ce sont les principaux organismes de Terra. D'autres organisations de l'Imperium, qui vont peut-être plus parler aux joueurs justement, l'Adeptus Astronomica, l'Adeptus Astartes, donc ce sont les Space Marines, l'Officio Assassinorum, donc les temples d'assassins, les libres marchands qu'on appelle les Rogue Traders, les gouverneurs planétaires, l'Adeptus Arbites, l'Astra Militarum, donc l'ancienne garde impériale, la marine impériale, les Questors impérialistes, donc ce sont les Knights, et l'Adeptus Custodes, qui sont les gardes du corps de l'empereur. Donc voilà, donc de l'historique sur comment l'Empire, l'Imperium a été fondé, comment est-ce qu'il a perduré à travers les siècles. Voilà, là une illustration toute nouvelle donc de Primaris affrontant est-ce que c'est du guerrier de corne en armure rouge ou est-ce que c'est du Wordbearer? En même temps, il y a une espèce de cultiste à chaperon rouge là, c'est sûrement du corne. Ensuite, on a un texte sur l'humanité et l'immatérium. Donc l'immatérium, c'est le flot du warp dans lequel les humains ont appris à naviguer pour se déplacer plus vite dans l'espace réel. On a aussi un texte sur les navigateurs. Donc les navigateurs, ce sont des mutants qui ont été créés pour les besoins justement du voyage warp et qui sont donc tolérés au sein de l'Empire, qui sont même encouragés puisque les navigateurs sont nobles. Donc cette mutation, en fait, c'est d'avoir un œil qui peut voir dans le warp. Alors c'est souvent un troisième œil, ou alors c'est un personnage qui va être aveugle, mais va avoir un œil qui ne voit pas le monde réel, mais qui voit à travers. Donc c'est grâce à cet œil, en fait, qu'ils peuvent naviguer à travers le warp et donc guider les vaisseaux dans l'immatérium. On a la présentation des différents mondes de l'Empire, donc les mondes ruches, les mondes forges, les agrimondes, les mondes miniers, les stations de recherche, les mondes forteresses et les forteresses spatiales, les mondes de chapitres Space Marine, et enfin les mondes hostiles. On nous explique ce qu'est un exterminatus, et comment ça peut être déclenché. Avec un petit clin d'œil à Kill Team, c'est-à-dire que maintenant, donc Kill Team qui était un mode de jeu de la version précédente, en fait maintenant, c'est carrément le nom d'un type d'opération des Space Marines. Un truc très intéressant, moi je trouve très rigolo, ce sont ces petits textes en bas de page, qu'on trouve sur toutes les pages d'ambiance, qui ne sont pas sur les pages illustrées, mais donc ça en fait un paquet quand même de petites phrases comme ça qui rappellent Inquisitor.
hein, donc la mort d'un hérétique sert l'empereur, vous ne devez pas penser, contentez-vous d'agir, l'innocence n'est pas une excuse, seule la mort libère du devoir, voilà, donc des petites phrases comme ça, très sympa, ambiance inquisition, très rigolote. Donc là on a une illustration, une fois de plus, d'un vaisseau donc, qui semble être une frégate Space Marine qui se prépare à l'abordage d'un Hulk. Donc les Hulk, ce sont des vaisseaux, des agrégats en fait de vaisseaux, vaisseaux, météorites, tout ça, qui fusionnent dans le warp, qui sont un peu perdus, abandonnés, et qui de temps en temps en fait ressortent dans l'univers réel, et ça fout un peu le bordel, parce que ce sont des choses qui ont fusionné entre elles, donc il y a plusieurs vaisseaux, voilà, c'est un peu bizarre. Les tempêtes warp et la Noctis Aeterna, on va y revenir après, puisque la Noctis Aeterna, c'est un événement capital de cette nouvelle version de Warhammer 40 000. L'Ecclésiarchie, donc ça raconte comment est-ce que le culte de l'empereur, considérer l'empereur comme un dieu, est venu, et comment ça s'est installé en fait dans la vie quotidienne. Donc faut pas oublier que l'empereur n'est pas un dieu, même s'il est extrêmement puissant, il n'a jamais été considéré comme une divinité en fait. C'est l'Ecclésiarchie qui s'en est servi comme symbole, qui déjà de son vivant a commencé à insinuer comme ça qu'un être si puissant qui a pu créer l'espèce marine, qui peut voyager dans les étoiles et tout, est forcément un dieu. Et son incarcération dans le trône d'or n'a fait que encourager cette déification, quoi. Et donc ça part de comment un espèce de culte mineur est devenu la religion principale de tout l'Imperium. Ici on a quelque chose de très intéressant qui est donc l'évolution mortelle, ce sont les Psykers. Donc les Psykers, ce sont des êtres qui ont des capacités psychiques et qui donc ont un contact direct avec le Warp et l'Immaterium. Donc ce sont un danger pour eux-mêmes et leurs proches, puisqu'en fait, en étant en contact avec le Warp, en fait, ils peuvent puiser dans le Warp pour développer des capacités, donc qui va se traduire la plupart du temps en gros à lancer des sorts. Ce sont aussi des portes à sens inverse que les démons peuvent emprunter pour envahir le monde réel. Donc il y a les vaisseaux noirs qui sillonnent l'Imperium et qui traquent. Oui et non, c'est peut-être moins violent que traquer, mais qui en tout cas sont à la recherche de tous les Psykers possibles. Et donc à bord de ces vaisseaux, pendant qu'ils retournent vers Terra, ils vont subir des tests, des entraînements, etc. Et ceux qui sont dignes vont devenir des Psykers assermentés, vont travailler, vont apprendre à utiliser leur pouvoir pour servir l'Imperium. Et ceux qui ne le sont pas, en fait, sont dans le pire des cas exécutés, dans le meilleur, pour ainsi dire, en fait, vont être emmenés au palais de l'empereur, et vont servir soit de bouillie psychique pour maintenir l'empereur en vie, soit en fait vont nourrir le fanal de l'Astronomican, donc qui est une sorte de lumière psychique, un phare en fait dans le warp qui permet de guider les navires. Ensuite, on a les différents âges de l'humanité. Alors là, on va entrer en profondeur, je ne vais pas détailler tout ce qui s'y passe, mais en gros, il y a la création de l'Imperium, donc à partir du premier millénaire de M1 jusqu'au 41e millénaire, celui dans lequel se déroule le jeu. Donc c'est toute l'histoire de l'empereur avec la création d'espèces marines, des primarques, l'âge de la technologie, le clergé de Mars, etc. Voilà, ça raconte vraiment tout. Je ne vais pas le détailler, je vous encourage à le lire. Ce qui est très intéressant, voilà, c'est l'âge de ténèbres. Donc on a la grande trahison. Donc la grande trahison, c'est l'hérésie d'Horus. Horus, fils préféré de l'empereur, décide un jour que c'est à lui de prendre la place de l'empereur, c'est à lui de décider tout, et donc il se voue, alors selon les versions plus ou moins consciemment, au chaos afin de lutter, de vouloir détrôner l'empereur. Et donc c'est le grand schisme, puisque les légions Space Marine vont se séparer, vont choisir chacune un camp, et vont s'affronter pendant très longtemps. C'est ce qu'on appelle donc 30K, c'est passé au 30e millénaire, hein. C'est tout ce qui est pré-hérésie, c'est
toutes les formations, Forge World, etc., qui sont très à la mode, voilà, viennent de cette période, donc l'hérésie d'Horus. L'Empire finit par gagner, mais à un coût très important. La plupart des primarques sont soit morts, soit disparus, et l'empereur est gravement blessé, mortellement, et doit être placé donc, dans le trône d'or afin d'être maintenu en vie. Ceux qui étaient du côté d'Horus fuient dans le Warp, via l'œil de la terreur, et on n'entend plus parler pendant un certain temps, mais ils finissent par revenir, plus forts que jamais, blablabla, blablabla, hein, c'est toujours l'histoire des méchants qui sont de plus en plus forts. On a quelques détails qui sont intéressants, hein, comme les premières attaques Xenos, les différents événements qui sont produits comme ça au cours des âges, qui sont surtout post-hérésie d'Horus, hein. Et on a surtout ce qui est très intéressant, la grande faille du 41e millénaire. Donc c'est la grande avancée de cette V8, hein, puisqu'on reprochait à Games Workshop de ne pas faire avancer l'historique. Mais voilà, la grande faille a lieu, donc la cicatrice Maledictum va traverser de part en part comme ça la galaxie et créer une espèce de zone warp très étendue, d'où vont sortir les démons et vont arriver les légions renégates. Voilà, l'espoir renaît. Donc ça, ce sont les faits de Gathering Storm qui sont relatés, donc où Roboute Guilliman revient, alors qu'on le croyait perdu à jamais, ou en tout cas en stase pour toujours, revient, s'empare de l'épée de l'empereur, et mène les légions des nouveaux Space Marine Primaris dans une croisade pour repousser le chaos. Voilà, donc là, on a ici l'œil de la terreur, qui était donc cette gigantesque plaie béante dans la réalité qui permettait d'accéder au Warp, et qui permettait au Warp d'accéder directement à l'espace réel. Et désormais, la cicatrice Maledictum s'étend tout le long, voilà, coupe en deux la galaxie. Donc le chaos est bien plus présent qu'avant. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc il y a la Noctis Aeterna, donc je vous parlais tout à l'heure. Donc la Noctis Aeterna, c'est un moment où, quand cette grande faille a éventré la galaxie, le fanal de l'Astronomicon, donc le phare psychique qui permet de guider les vaisseaux à travers le Warp, s'est éteint. Et alors autre utilité de ce fanal, c'est qu'il permet de communiquer grâce aux astropathes d'une planète à l'autre en faisant fi des distances. Et donc là, toute communication devient impossible, puisque l'Astronomicon est éteint. Donc il y a des batailles sur Terra même, mais ça va, tout le monde va bien au final, ils ont réussi à repousser les vilains. Cadia finalement tombe, après toutes ces années, tous ces combats, etc. Cadia finalement est détruite, et donc la porte cadienne est franchie. Plus rien ne peut retenir le chaos, mais en même temps, bon, à ce moment-là, je sais pas ce qui est antérieur, si c'est la fracture donc, de cette plaie béante qui traverse la galaxie, ou si c'est la chute de Cadia, mais du coup, si c'est la plaie béante, en fait, détruire Cadia n'a que peu d'intérêt, puisque maintenant, le chaos peut arriver de n'importe où. Mais passons là-dessus. Donc en fait, ce sont tous les événements de Gathering Storm qui sont ajoutés à l'univers canon de Warhammer 40 000 et font avancer l'histoire. Donc voilà, les heures d'année, machin, hein. Et Roboute Guilliman lance une croisade qui s'appelle Indomitus, afin de récupérer la partie de la galaxie. Sur Armageddon, il y a des batailles entre les gardes impériaux, les orques, il y a des tyrannides qui débarquent, les démons, voilà, enfin il y a beaucoup trop de monde sur cette planète, c'est un peu bizarre. Donc Baal, le monde d'origine des Blood Angels, est massacré, une grosse invasion en fait d'une flotte ruche, de la flotte ruche Léviathan,
Donc là, c'est vraiment un truc énorme qui est en train de tout ravager. Donc tous les chapitres successeurs des Blue Angels reviennent, même certains chapitres qui avaient été excommuniés. Voilà, il y a énormément de pertes avant que les tyrannides soient finalement repoussés. Donc là, il y a une partie intéressante, voilà, qui est passée en noir avec le logo classifié. Où donc les seuls mots qu'on peut lire qui passent, c'est les custodes du corps, maître de l'humanité, et un mot qui commence par M. Donc voilà, ça a été beaucoup débattu sur Internet. On a les images en plusieurs langues pour essayer de voir si les mots qui apparaissent sont les mêmes d'une langue à l'autre, mais a priori, ce texte quand même dit une chose, c'est que l'empereur est mort. Alors moi, ça me rappelle des intrigues qui avaient été lancées dans Inquisitor, voilà, qui commence à dater ce bouquin, et où différentes factions n'étaient pas d'accord sur ce que pouvait être l'empereur, et sur s'il fallait le débrancher ou pas pour lui permettre de se réincarner. Donc, est-ce que le trône d'or est une prison, ou est-ce que ça lui permet de le maintenir en vie, voilà. Donc, quelque chose que je trouve très intéressant. C'est d'autant plus intéressant qu'il y a effectivement des répercussions comme ça de cette faille, de la nuit éternelle, etc. C'est que le fanal de l'Astronomican n'est plus aussi puissant qu'avant. Donc ça veut dire que peut-être que le fanal qui reste aujourd'hui, qu'on peut voir, c'est tout simplement ce qui est entretenu par le cœur de tous les psychers en fait, qui sont en train qui sont en communion totale pour entretenir ce feu, et qu'en fait la partie qui manque, qui fait que la moitié de la galaxie est plongée dans l'obscurité, c'est l'empereur. Voilà, donc moi je trouve ça tout à fait plausible que l'empereur soit mort. C'est assez intéressant. Mais à voir, parce que c'est pas dit noir sur blanc non plus, donc si ça se trouve c'est pas ça. Là, on a une illustration d'une ancienne boîte. Alors, ce que j'ai dit des bêtises, c'est Dark Vengeance, je crois, qui était à l'époque. Voilà. Les armées de l'Imperium, donc là où ça va présenter les différents chapitres Astartes, l'Astra Militarum, les Questor, le clergé de Mars, voilà, les différentes factions. Que sont les Space Marines, le patrimoine génétique qui se transmet comme ça, qui est le même pour le chapitre, qui est fait à partir du primogénitor, donc de leur primarque. Une petite explication du primaris, qu'est-ce que c'est? Donc les différentes parties, comme ça c'est assez intéressant, hein, les différentes parties de l'armure. L'armement standard, donc ce sont les 3 armes qu'on va retrouver dans les figurines de la boîte de base. Les différents chapitres, qui sont tous sur base d'un corps de primaris. Donc on retrouve des chapitres connus, puis quelques-uns de leurs chapitres successeurs. Évidemment, une page entière dédiée aux Ultramarines, ce sont un peu les stars. Les Blue Angels avec la Rage Noire, les Dark Angels avec la Deathwing et la Ravenwing, les Space Wolf avec les Wolfen, et les Great Knight et la Deathwatch qui sont un peu particuliers là-dedans. Voilà. L'Astra Militarum, donc la garde impériale, les humains basiques, l'armée telle qu'elle peut être très nombreuse avec des chars et tout. J'aime bien ce petit encadré sur l'humble fusil laser, voilà, donc comme quoi l'arme la plus... comment dire, ce n'est pas la plus efficace, mais c'est la plus facile à produire et elle permet de faire de grandes choses quand elle est utilisée en masse, enfin voilà, très sympa. Les différents régiments célèbres, donc c'est des régiments qui ont tous eu à un moment droit à des figurines spécifiques chez Games Workshop, différents blindés, et les divisions spécialisées, donc on voit les Militarum Tempestus, qui étaient donc des unités sorties récemment. Ensuite, donc maintenant, l'Adeptus Mechanicus est beaucoup moins mystérieux, puisque ils ont eu leur propre codex avec les Skitarii et compagnie. Donc on a un peu les mondes forges principaux, une petite explication de Mars et tout, et les légions Cybernetica et Skitarii, qui sont aux ordres du clergé de Mars. Les Questor impérialistes, donc ce sont les Knights.
et comment fonctionne une maisonnée, etc. Et après, les agents de l'Imperium, donc l'Inquisition, les assassins, l'Adeptus Custodes, les sœurs de bataille et les télépathes. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble des différentes organisations comme ça de l'Imperium, et surtout de toutes les parties militaires en fait, puisque c'est tout ce qu'on va pouvoir jouer en fait sur l'étape de jeu. On nous parle pas par exemple de la noblesse, des dirigeants, du conseil de Terra ou quoi. On parle vraiment de ce qu'on va pouvoir avoir en figurines. En parlant de figurines, quelques photos donc de l'Ultramarines. Quelques chapitres, mais toujours avec les figurines de Primaris, pour montrer que ça peut coller aux différents schémas de couleurs. Quelques Knights, bien sympa. Et alors là, quelque chose que je trouve très curieux, c'est qu'on voit donc les Marines, en tout cas les forces de l'Imperium, affronter des forces de Khorne. Alors je vais revenir après, pourquoi est-ce que c'est curieux ça. Donc là, on a Belisarius Cawl, qui est donc le créateur des Primaris. Alors, ça c'est pareil. C'est comment est-ce que les Primaris ont été créés. Robert Guilliman, au moment après l'hérésie de Russe, une fois qu'il a rédigé le Codex Astartes, il va voir ce petit gars là, l'Archmagos Dominus Belisarius Cawl, et lui dit « Écoute, je crois que nos Space Marines sont obsolètes. Il va falloir en faire des nouveaux. Donc avec un meilleur équipement, de meilleures armes et tout. Voilà une banque de gènes sur lequel travailler et fais-moi de meilleurs Space Marines. » Derrière, le gars, il part en stas pendant 10 000 ans. Et il revient, ses Space Marines sont prêts, et voilà. Alors ça veut dire que quand même le gars, il savait que ses Space Marines n'étaient plus assez forts, quoi. Alors qu'il revient de l'hérésie de Russe, dans lequel c'est les Space Marines qui ont fait la différence. Enfin, je sais pas, ça me choque un peu. Et surtout, ce mec, il a travaillé pendant 10 000 ans pour faire les Space Marines, quoi. Ce mec, dont on n'a jamais entendu parler avant que la figurine sorte dans Gathering Storm, a 10 000 ans. Voilà, moi je trouve ça assez étrange. Donc voilà, donc aussi des figurines de l'Astra Militarum avec quelques régiments célèbres. La Sainte Célestine, des Custodes, des Sœurs du Silence, de la Death Watch, des Sœurs de Bataille. Voilà, donc vraiment montrer un peu de tout. Les Forces du Chaos. Alors c'est là que ça devient étrange. Donc ce que je vous disais tout à l'heure avec les Forces de Khorne qui étaient en photo. C'est là qu'on va voir ce qui est assez paradoxal. Donc là déjà sur les images, on retrouve l'illustration de l'œil de la terreur. Donc c'est Abaddon tenant Cadia dans sa main. Et autour on va retrouver donc Magnus le Rouge qui représente Tzeentch, des Plaguebearers qui représentent Nurgle, un Knight traître, et là un chapitre, une légion en tout cas du chaos indéfinissable, avec un Ferocenturus qui est là, voilà, mais on voit pas trop ce que c'est. Les dieux du chaos, qui sont, et pourquoi est-ce qu'ils se bagarrent toujours? Donc Khorne, Tzeentch, Nurgle, Slaanesh. Encore des Space Marines affrontant du Khorne et un peu de Slaanesh. Alors là encore, on a un démon de Slaanesh avec un design qu'on ne connaissait pas. Alors, est-ce que c'est une future sortie en figurine? Pourquoi pas. Explication de ce que sont les mondes démons. Assez succincte quand même. Les Astartes hérétiques, donc ce sont les légions qui se sont rebellées pendant l'hérésie de Russe et qui ensuite ont fui dans l'œil de la terreur. Avec présentation des plus connus et des plus actives en ce moment. Donc on a la Death Guard, forcément, puisque c'est quand même ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, faut bien le mettre en avant. On a les Thousand Sons, qui sont affiliés à Tzeentch. On a d'autres renégats, donc ils expliquent que voilà, il y a des Space Marines tous les jours qui peuvent quitter le truc. C'est même si les premiers datent de l'hérésie de Russe, il y en a eu d'autres depuis. Et c'est tout. Donc on ne nous parle pas des World Eaters de Khorne, on ne nous parle pas des Emperor Children de Slaanesh. Voilà, il n'y a que la Death Guard de Nurgle, les Thousand Sons de Tzeentch.
C'est assez étrange, surtout que sur toutes les photos illustrations qu'on a vues précédemment, on voit de l'Imperium affronter du Khorne. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas d'eux? Je trouve ça assez étrange. En photo de figurines, là, toutes les récentes sorties qu'il y a eu en Tzeentch, hein. Du Khorne, du World Eater, alors qu'on n'en parle pas dans l'historique. Voilà, c'est toujours... je suis un peu déçu, en fait, qu'on passe sous silence comme ça. En fait, ça aurait été bien d'avoir au moins une demi-page sur... peut-être pas sur chacune des légions, mais au moins sur les 4 principales, quoi, celles affiliées aux 4 dieux. Voilà. Ensuite, on a la menace Xenos. Donc, on va parler des différents peuples extraterrestres qui veulent détruire l'Imperium. Donc, on commence par les Eldar, les Aeldari, puisque Games Workshop renomme tout afin de garder sa propriété intellectuelle. Donc, un petit rappel de la chute des Eldar. Et ce diagramme, que je trouve super intéressant. Parce que dans ce diagramme, on va avoir les Eldari tels qu'ils étaient. Donc, le peuple ancien avant la chute. On a une première branche qui s'éloigne, qui sont les exodites, donc qui ont décidé d'aller s'installer sur d'autres planètes et de vivre différemment. On a une branche qui s'éloigne, où il n'y a aucune information. On peut voir le symbole de Slaanesh, et l'illustration est assez étrange, puisqu'on dirait une bestiole et tout. Alors, est-ce que c'est une représentation de la grande dévoreuse, machin, ou c'est... c'est justement la chute, c'est le moment de la chute. Enfin voilà, dans le texte, il y a marqué expurgé, on n'a pas d'infos dessus. On a ensuite la branche se divise donc entre les vaisseaux mondes qu'on a en haut, avec les runes des différents vaisseaux mondes les plus connus, vers les Drukhari. Donc Drukhari qui sont... en fait, c'est le nouveau nom des Eldar noirs, des Dark Eldar. Donc pareil, on voit les symboles des cabales les plus importantes. Entre les deux, on a les corsaires, donc qui sont des pirates de l'espace. On a les proscrits. Alors pareil, les proscrits, on n'a pas d'infos là-dessus. On verra ce que c'est. Mais j'aime bien parce qu'il y a des lignes, etc. Donc on sait que les proscrits, c'est lié au vaisseau monde. Donc c'est peut-être des gens qui ont été virés des vaisseaux mondes, mais c'est pas pour autant des Drukhari. On a les arlequins. Et on a les tout nouveaux Inari. Donc on peut voir les liens qu'il y a entre les différentes factions au sein des Eldar. Ici on a une belle illustration d'un vaisseau monde, donc pour avoir une idée de comment c'est fait, à quoi ça ressemble. Donc on voit la flottille autour, les petits vaisseaux qui le gardent. Je trouve ça vraiment très beau, hein, ces formes et tout. Ça donne bien une idée de ce que ça peut être. Donc, que sont les craft worlds, donc les vaisseaux mondes? Les principaux vaisseaux mondes connus, donc on a Semhan, Yanden, Hultway, Bieltan et Aletok. Les Drukhari, donc les Dark Eldar, avec les Cabales, les Coven et les Cultes, hein, qui sont donc les 3 systèmes de caste au sein de la société Drukhari. Les Arlequins, avec Ségorak, le dieu moqueur. Les Inari, donc, qui sont cette nouvelle faction au sein des Eldar qui vient d'être créée, donc qui vient aussi de Gathering Storm, et qui sont en fait les disciples d'un dieu de la mort Eldar qui leur permettrait d'échapper à Slaanesh. Ensuite, on nous parle des Nécrons, donc peuple très ancien que même les Eldar avaient oublié, etc., qui ont transféré leur esprit et leurs âmes dans des machines afin de devenir immortels. La dynastie Sotek, qui a priori va être mise en avant, puisque ça a l'air d'être la dynastie principale, en tout cas la plus puissante actuellement dans la galaxie. Les différentes dynasties connues, l'armement Nécron, une belle illustration d'un immortel, et c'est tout. Voilà. Il y a des trucs qui sont un peu chiches hein, quand même au niveau de l'historique. Là on a les orques. Alors le pamphlet habituel des orques, ce sont des grosses brutes. Ils suivent les plus forts, les plus gros, les plus bourrins. L'explication des clans principaux, donc les Goths qui sont l'exemple même en fait, sont les parangons des orques, les Bad Moon qui sont les riches qui aiment bien les trucs qui brillent et qui font du bruit,
Les Deathskull qui récupèrent tout, sont de gros bricolos et aiment la couleur bleue parce qu'ils pensent qu'elle porte bonheur. Les Evil Sons persuadés que le rouge permet d'aller plus vite et donc ils ont beaucoup de véhicules. Les Blue Dax qui essaient de copier les techniques de combat de l'Imperium. Et les Snakebite qui sont les plus primitifs ou en tout cas les plus violents physiquement. Une petite illustration d'un combat d'orques contre les taux. Une fois arrivé au corps à corps, hein, les taux ils n'ont aucune chance. 3 types de boys un peu spéciaux chez les orques, donc le Pain Boys qui va être le médecin, le Weird Boy qui va être le sorcier, le Mech Boy qui va être le mécano qui crée des objets. L'armement de guerre orc, voilà, donc un exemple de l'arsenal. Ensuite on passe à l'Empire Tau. Donc l'Empire Tau est un très jeune empire comparé à l'Imperium, qui est en pleine expansion et donc qui est en train d'explorer la galaxie pour intégrer plus en plus de planètes et plus en plus de peuples à leur projet d'empire pour le bien suprême. Donc on voit là une illustration d'exo-armure. Et alors moi j'aime bien cette illustration parce qu'on voit qu'en fait les exo-armures ont vraiment des mains, hein, c'est pas des trucs rentrés... Enfin quand on voit les figurines on se pose la question, mais là on voit bien que ce sont des mains articulées et tout. Donc l'Empire Tau et son expansion à travers la galaxie, quelques armes Tau, différents types d'uniformes et les différents modèles d'exo-armure. Alors ils ne sont pas tous là, mais ça donne déjà un ordre d'idée. Les tyrannides, là avec des trucs bien sympas. Donc on parle beaucoup de la flotte ruche Léviathan, et on apprend notamment que les flottes ruches qu'on aperçoit actuellement dans la galaxie, qui sont déjà extrêmement dures à stopper, voire impossibles, ne sont en fait que l'avant-garde de flottes ruches bien plus importantes qui sont encore à l'extérieur de la galaxie, mais qui avancent inexorablement vers nous. Et moi, il y a ce petit détail que j'aime bien, qui est la flotte ruche Hydra, qui serait une flotte ruche qui est en train de dévorer les autres flottes ruches. Donc elle est en train d'essayer d'intégrer, d'ingérer les autres flottes ruches qu'elle peut croiser. Donc ça raconte un passage comme ça, avec une flotte ruche qui est au sol en train de se battre sur une planète, et qui en fait bat en retraite d'un coup sans que les défenseurs comprennent pourquoi, parce que leur flotte en orbite est en train de se faire dévorer par la flotte ruche Hydra. Donc c'est assez marrant, je me demande où ça va mener, mais c'est plutôt rigolo. De l'orque contre du tyrannide, voilà, donc toujours de très belles illustrations, très denses, hein, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment très sympa. Donc là on a les cultes Genestealer, donc qui sont ressortis, puisque c'était une armée de la V2, donc clairement pour surfer hein, sur la fibre nostalgique, mais ils ont fait un truc très chouette, hein, les figurines sont vraiment très sympas. Moi je trouve ça un peu difficile quand même à intégrer, j'ai du mal à concevoir une armée entière en fait. Les cultes Genestealer c'est plutôt des petits groupes qui sont dans les mondes très peuplés, voilà, donc voir une armée entière comme ça j'ai un peu du mal, mais bon pourquoi pas, ils essaient d'avoir une espèce d'explication avec les soulèvements des cultes en fait, au moment où les cultes sortent leurs bannières, c'est qu'ils sont déjà extrêmement nombreux et c'est trop tard pour les étouffer, donc voilà. Je suis pas entièrement convaincu, mais en tout cas les figurines sont super, l'historique et l'ambiance c'est vraiment très très bien. Donc voilà, c'est très sympa de la part de Games de les avoir ressortis. Et donc là on va voir une galerie de figurines hein, sur les Xenos. Voilà, donc d'abord les Eldar, différents vaisseaux mondes, différentes castes, enfin différentes factions au sein des Eldar. Donc là on voit qu'il y a quand même de l'affrontement entre vaisseaux mondes et Drukhari. Ici on a des Arlequins, là différents types de Drukhari. Les Nécrons, alors ils ont une toute petite demi-page comme ça, pareil pour les taux. Pas grand chose, comme il n'y a déjà pas beaucoup d'infos, mais alors il y a encore moins de photos. Une page pour les tyrannides, une page pour les orques et basta. Donc là on a Guerre éternelle, donc le gros morceau là, de l'univers de Warhammer 40 000 au moment où on est en train de jouer en fait. Donc Abaddon lance sa 13e croisade noire.
Alors là, s'il y en a qui suivent l'univers Warhammer 40 000 depuis longtemps, ça doit les faire doucement rigoler. Parce qu'en 2003, il y avait ça. Donc en 2003, il y a eu la 13e croisade noire d'Abaddon qui attaquait Cadia, qui n'a pas réussi, machin, et puis finalement, c'était passé sous silence, et dans les éditions suivantes, ça n'a pas eu lieu. Donc Abaddon lance sa 13e croisade noire, parvient à détruire Cadia, voilà, et le chaos, le warp se répand dans toute la galaxie à travers cette immense faille qui se creuse et qui coupe la galaxie en deux. On a donc des focus en fait des conflits. Donc la zone de guerre Ultramar va raconter en fait des batailles qui sont passées dans le système Ultramar, où les forces de Nurgle tentent de prendre pied et réussissent à capturer quelques planètes et vont s'installer dans les astres fléaux, donc tout proche de Ultramar et de Makraj. Donc voilà, on a les différentes planètes, différents systèmes. Enfin, j'aime bien comment c'est présenté. On arrive à suivre assez bien les différents systèmes, zoom sur les systèmes avec les différentes planètes, etc. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc de la belle illustration toujours. Alors est-ce que c'est censé être de la Death Guard qui attaque, mais j'ai pas l'impression que ce soit de la Death Guard, ça. Voilà. Donc on a différentes planètes, différents champs d'opération en fait, différents lieux où il y a eu des batailles très importantes. Et un truc que je trouve très très bien, ce sont ces petits résumés en fait qui nous disent quelles forces étaient en présence sur ces champs de bataille. Et quand on regarde en détail, en fait, moi il y a un truc qui m'a marqué. C'est déjà donc les zombies de la peste qui a priori ne sont pas la même chose que les Poxwalkers qu'on a dans la boîte. On a les engins infernaux, donc il y a des machines de guerre. On va voir, peut-être que c'est un truc qui sortira, on va voir. Il y a le marcheur des spores, qui est une bête colossale, affiliée à Nurgle. Ça peut être intéressant. Donc voilà, il y a des informations à en tirer. Bon, si vous cherchez un nom pour votre armée ou quoi, voilà, il y a des petites idées à voir ici. C'est plutôt sympa. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien les petites notes qui sont très intéressantes. On a ici la chute de Cadia. Donc, Cadia a été détruite. La porte cadienne, désormais, est ouverte. Il permet, en fait, de traverser. Voilà, donc Abaddon a enfin eu sa vengeance. Depuis le temps que Cadia le tenait en échec, il l'a enfin détruite. Là, une fois de plus, on a les armées en présence. Et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'on a ici les cornus. Pestigor. Donc, on a eu les Tsangor pour Tzeentch il y a quelques mois. Et là, on nous parle de Pestigor. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va aussi avoir des hommes-bêtes affiliés voilà, ça pourrait être sympa, pourquoi pas. J'aime bien l'idée. On va voir. Donc il y a des choses, on ne sait pas trop ce que c'est, les machines de sang. Une fois de plus, les plagues zombies sont mis à part des Poxwalkers. Donc est-ce qu'on va vraiment avoir un truc différent? Donc, voilà, une ancienne illustration ça, des défenseurs de Cadia. Donc là, un autre zoom en fait sur un théâtre d'opération, donc Stygius, où c'est Tzeentch qui est jaloux de voir que Nurgle est en train de se créer un domaine au niveau d'Ultramar, va essayer de se faire le sien, donc notamment un domaine où il y a 9 systèmes de 9 planètes, donc il veut absolument les prendre. Ce 9 c'est son chiffre favori, voilà. Et donc c'est là que les Eldar débarquent et essaient de gagner du temps pour que les forces de l'Empire puissent s'échapper, puisqu'ils savent, ils ont lu dans l'avenir que Tzeentch allait prendre possession de tout ça, donc ils essaient de sauver les humains. Ensuite on a la croisade de sang, alors là c'est un joyeux bordel. Voilà, très
Très fier de lui, Korn décide de pousser plus avant après la destruction de Cadia et fonce tête baissée comme ça dans tous les systèmes et se répartit un peu partout. Alors il y a notamment Armageddon. Armageddon, c'est un bordel sans nom, puisqu'il y a donc les humains et les orques qui sont toujours en train de se battre voilà, depuis les différentes campagnes qu'il y a eu. Enfin, voilà, Armageddon est toujours aux prises avec les orques et compagnie. Il y a la flotte ruche Léviathan qui débarque, et il y a les démons de Korn qui débarquent. Et quand même, dans le texte, ils expliquent que les démons, heureusement pour les orques et pour les tyrannides, les démons ne se sont pas occupés que de leurs ennemis, mais ont aussi commencé à se foutre mutuellement sur la gueule. Alors c'est génial, Korn, je tiens à te dire bravo. Donc voilà. Et globalement, c'est un peu ce qui se raconte en fait sur toute la galaxie. C'est-à-dire qu'une fois que les forces du chaos ont réussi à détruire la porte cadienne, ils ont un peu commencé à se foutre sur la gueule. Donc en gros, c'est pas l'Imperium qui a réussi à les repousser, c'est eux qui ont perdu tout seuls comme des grands, parce qu'ils sont pas capables de rester concentrés 2 minutes sur ce qu'ils font. Voilà. Et donc c'est là-dessus que se termine la partie historique de Warhammer 40 000 Dark Imperium. Après on va attaquer vraiment les règles. Donc ça va être une autre vidéo. Mais voilà, pour l'historique c'est fini. Donc globalement c'est tous les événements de Gathering Storm qui ont été ajoutés. Et donc on sent que quand même il y a un grand pas en avant qui est fait, puisque l'Imperium est quand même au bord de la destruction totale, avec toute une partie de ces domaines qui sont éparpillés comme ça, qui sont dans l'obscurité, privés du fanal de l'Astronomicon, et le chaos qui est plus fort que jamais, puisque plusieurs dieux, notamment Tzeentch et Nurgle, ont réussi à prendre pas mal de monde dans l'espace réel et les tiennent sous leur contrôle. Donc à voir comment l'histoire va évoluer, en espérant que ce pas en avant ne soit pas le seul. Si c'est avancer comme ça et mettre tout le monde au bord du précipice pour dire que dans 10 ans on y est encore et il s'est toujours rien passé, bon, on verra. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le ton du livre, la façon dont c'est écrit. On a l'impression que c'est un archiviste impérial qui écrit sa chronique, qui décrit tous ces événements, toutes ces forces en présence, etc. Mais qui en même temps a un ton qui serait passible d'une petite visite de l'Inquisition, quoi. Donc c'est assez rigolo. Voilà, c'est très dark, c'est très mature. Je trouve qu'il est beaucoup plus sombre et désespéré que les éditions précédentes. J'aime beaucoup, voilà. Donc j'attends avec impatience la suite, voir comment l'Imperium va se sortir de tout ça, ou ne pas s'en sortir d'ailleurs. J'attends de savoir si effectivement l'empereur est mort, si voilà, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir des scissions au sein de l'Imperium lui-même, voilà, donc j'attends de savoir tout ça. J'attends de savoir aussi les Eldar et les Inari, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Est-ce que ça va rester une espèce de sous-faction qui est venue pour prêter main forte à l'Imperium au moment où ils avaient le plus besoin dans Gathering Storm, ou est-ce que les Inari vont être développés en tant que force à part entière? Est-ce que d'autres sous-factions Eldar vont être développées, puisque le système de jeu permet de faire vraiment des tout petits morceaux, pas des armées entières. Donc voilà. Donc ce nouvel historique, hein, tout ce background, pour moi c'est comme tout le reste pour l'instant dans cette boîte. C'est du bon et ça donne envie de voir la suite. Voilà, c'est quelque chose qui me redonne goût à 40K. J'ai à nouveau envie de me plonger dans Warhammer 40 000 et on va voir ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, moi, maintenant, je vais me mettre à bosser sur les figurines elles-mêmes. Donc, vous allez voir, je vais essayer de faire un truc un peu cool. Et puis, on va faire une vidéo après sur les règles. Et je vais essayer de filmer une partie pour voir quelles sont les différences avec les versions précédentes.
Donc n'hésitez pas, ce livre est vraiment magnifique. Je suis vraiment super content, il est vraiment très beau. Donc n'hésitez pas une seule seconde si vous aimez Warhammer 40 000. Et je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner, à aller sur le blog, à aller sur le Facebook et compagnie, et à me dire si ça vous plaît, lâchez un petit com, lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci et à bientôt.